Ce soir, je serai votre médiatrice. Je m'appelle Apolline et en fait, je viens de l'association Trace qui a co-organisé cet événement avec le Musée de l'Homme. Le but, c'était de pouvoir dynamiser ces soirées-là et ne pas faire des conférences ou des tables rondes, mais des conversations. Du coup, ce soir, vous avez des tablettes, des petites ardoises avec des feutres Velleda. Le but, ce sera de pouvoir répondre à des questions que les invités vous ont concoctées tout au long de cette soirée. Je vais commencer par vous, Marc. On va vous présenter avec un objet, puisque ce n'est pas une conférence de type formel. Le but, c'est de pouvoir se présenter avec un objet du quotidien qui a un lien, soit avec le métier de la personne invitée, soit avec le thème de cette soirée. Et le thème de cette soirée, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, c'est le genre. Marc, je vous laisse la parole. Ouais. Je vais faire le test légendaire, oui, ça, on m'entend. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc Alassonière-Tang. Je suis chercheur au laboratoire éco-anthropologie du musée. Et je travaille sur les langues, donc je suis linguiste. Et j'utilise donc des méthodes de terrain et aussi de traitement automatique des langues, donc un peu d'informatique et aussi du terrain. Ma question de recherche, c'est comment les langues catégorisent les noms. Et ça, on va voir un peu pourquoi. On verra tout à l'heure comment ça se connecte avec le sujet d'aujourd'hui. Mais pour revenir à l'objet que j'ai choisi pour me caractériser, j'ai pris un casque. Parce que la plupart de nos analyses, justement, quand c'est les langues, qu'on veut les analyser, on commence toujours par les écouter. Parce que les langues sont d'abord parlées avant d'être écrites. Donc c'est toujours beaucoup écouté. Et je pense que ça se lie très bien également avec la recherche, non seulement en linguistique, mais aussi dans le genre. Parce que très souvent, je pense que j'ai découvert que c'était beaucoup plus important d'apprendre à écouter ce que les autres ont à dire, plutôt que d'apprendre à parler. C'est-à-dire plutôt que d'essayer de s'imposer dans une parole, dans une discussion, c'est très important, je pense aussi, d'écouter. C'est comme ça qu'en linguistique, on découvre des choses. Je pense qu'en études de genre, c'est aussi comme ça où on découvre beaucoup de choses en même temps. Voilà. Merci Marc. Ensuite, Anne, je vous laisse vous présenter. Oui, merci beaucoup, même bonjour à tout le monde. Moi, l'objet que j'ai apporté, je l'ai apporté parce que il parle à la fois du thème de la soirée et de mon champ de recherche. Je m'appelle Anne Tomich, je travaille en études de genre. Je suis professeure de littérature, donc je travaille sur les représentations, les constructions artistiques du genre. Et en fait, j'ai apporté ce livre pas pour vous faire la pub de mon livre, enfin d'ailleurs je l'ai coédité, c'est même pas moi qui l'ai écrit, mais parce que, pour dire juste un mot du contexte, ce livre, il est sorti en septembre, et ce livre a été conçu comme une réponse aux attaques très violentes qui, aujourd'hui, sont dirigées contre le domaine, le champ d'études universitaires des études de genre. Vous allez me dire, ah oui, mais les universitaires, ils sont toujours, ils sont pas d'accord, ils se disputent, c'est très bien. Oui, bien sûr, ça c'est très très bien. La controverse, c'est ce qui fait avancer les idées. La délégitimation des champs de recherche, ça l'est beaucoup moins. Et aujourd'hui, alors voilà, tout ce que je veux dire, je ne veux pas commencer à rentrer dans les détails de toutes ces histoires, mais tout ce que je veux dire, c'est que le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un sujet brûlant. C'est un sujet de société brûlant, c'est un sujet qui est brûlant jusque dans le monde universitaire, puisque, il y est délégitimé. Voilà. Merci Anne. Et enfin, Graal. Elle a raison. Et bonjour, je m'appelle Graal. Je suis artiste-chercheuse. Je suis là en tant qu'artiste-chercheuse. Et enfin, je fais de la performance, de la photographie notamment, et beaucoup d'autres choses. Et j'ai choisi pour me présenter, alors vous n'allez pas trop la voir, mais cette bague que vous ne voyez pas, va falloir me croire, c'est une bague faite à partir de mes propres cheveux. Parce que je me suis rendu compte très récemment que je perdais mes cheveux et que c'était une vraie tragédie pour ma propre féminité finalement, et j'ai décidé de porter mes cheveux différemment par ces bagues-là, cette collection ici que vous voyez de bijoux en mes propres cheveux. Et je pense que s'il y a bien une chose qui va me caractériser, y compris peut-être après ma propre mort, c'est au moins qu'il restera ça de mon identité. Voilà. Merci Graal. Et justement, quels sont vos pronoms à toutes et tous ? Pour moi, c'est il. Pour moi, c'est elle. Mystère. Et pour moi, c'est n'importe quoi. Vous allez m'entendre aller
facilement du féminin au masculin, du masculin au féminin, voilà. Merci. Et comme je suis prof et qu'on rigolait quand on préparait la séance et que je disais, oui, mais encore faudra-t-il qu'ils sachent ce que c'est qu'un pronom. Hein. Un pronom, c'est juste les petits mots qui marquent le genre, qui entre autres marquent le genre dans la langue. Il n'y a pas que il et elle. Hein. Il y a mon, ma, ton, ta. Bref, voilà. Ça, c'était juste la prof qui parlait. Merci pour ces précisions, cher professeur. Par la suite, du coup, vous avez vos petites ardoises. Vous allez pouvoir les utiliser dès maintenant avec la première question. Comment classeriez-vous ces différents éléments et pourquoi? Voici les éléments. Une femme, un cobra, ortie, homme, scorpion. Ces différentes images, comment les classeriez-vous? Et voici les propositions. A, avec d'un côté l'homme et le scorpion, de l'autre côté le cobra, l'ortie et la femme. B, la femme, l'homme, le scorpion, le cobra et l'ortie de l'autre côté. C, une catégorie pour l'homme, une catégorie pour la femme et une dernière catégorie pour le cobra, le scorpion et l'ortie. Une catégorie pour l'homme, une catégorie pour la femme, une catégorie encore pour le cobra et le scorpion et enfin une dernière pour l'ortie. Et peut-être que vous avez encore une autre idée. Vous pouvez répondre par A, B, C ou D. Je vous laisse réfléchir parce que, histoire de digérer ces différentes informations. Et dès que vous avez un élément de réponse, n'hésitez pas à lever votre ardoise afin que je puisse la voir. On a des E, on a pas mal de B, quelques D, encore des E, B, D, pas du tout de A. Le A n'est pas populaire ce soir. E et B. Deux styles de catégorisation différentes. Alors on a E avec une particularité, homme plus femme, animaux, plantes, très bien. Est-ce que quelqu'un souhaite nous parler de sa réponse, nous dire pourquoi il ou elle a choisi une catégorie par... Madame. Alors moi, j'ai choisi une catégorie E pour classer humains, animaux et végétaux. Mais bon. Ah non, c'est pas des... Ils sont séparés. Bien vu. Est-ce que quelqu'un d'autre qui a une réponse différente ou pareil, mais qui n'a pas forcément réfléchi de la même manière? Oui, et puis j'ai mis et B parce que pour moi, la partie de gauche, c'est des animaux. Nous sommes des animaux. Et après, il y a les plantes. Très bien. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Non. Marc? Alors, j'explique un peu la raison du jeu. Donc, mon thème de recherche, c'est dans les langues, c'est comment les langues catégorisent les noms et pourquoi. Donc, ça peut se résumer à, par exemple, pourquoi on a du masculin féminin en français, pourquoi en allemand on a du masculin féminin neutre, pourquoi dans certaines langues on va avoir un système similaire mais qui catégorise selon les fruits, les êtres vivants ou pas, les plantes, etc. Dans d'autres langues, on va catégoriser les noms selon la fonction, selon la forme, etc. Et l'idée, c'est de voir pourquoi les langues font ça et comment ça interagit avec l'environnement naturel, l'environnement culturel ou avec le système cognitif. Donc, est-ce qu'on a des catégories qui sont plus universelles que d'autres, par exemple? Et l'exemple qui a été montré, l'exemple qui a été montré là, c'est en fait, on a certains exemples, donc c'est pas exhaustif du tout, de comment les langues peuvent catégoriser les noms. Donc, alors ici, on parle de systèmes qui ressemblent au masculin-féminin en français, c'est-à-dire vous allez avoir des noms comme fruits, comme montgolfière, etc., qui vont être assignés au masculin ou au féminin, et vous allez avoir un accord grammatical qui va se refléter sur, par exemple, les adjectifs, les noms, etc. Donc, si, par exemple, je dis une grande montgolfière, montgolfière est féminin, donc grand va être au féminin, et une va être au féminin, etc. Tandis que si je dis fruit, donc un grand fruit, fruit est masculin, donc grand est masculin, un est masculin, etc. Donc on a un accord grammatical. Donc si vous regardez A,
Par exemple, c'est le système qu'on a. Vous avez une catégorisation fondée sur l'espagnol, donc avec du masculin-féminin. Donc vous avez masculin à gauche et féminin à droite. C'est pour ça que je regarde mon téléphone en même temps. J'ai mes petites notes, donc j'envoie pas des messages, je vous rassure. À droite, vous avez une langue qui s'appelle le Hixkariana, c'est une langue caribane. Et dans cette langue, vous avez la catégorie qu'on va appeler animé, inanimé, ou vivant, non vivant, selon comment vous traduisez le terme, on pourra en discuter. Et on le retrouve où dans le monde? La langue caribane, vous allez plutôt trouver dans les Amériques. Ok. Ensuite, vous allez avoir ici donc une langue qui s'appelle le Kannada, qui n'est pas parlée au Canada, parce que les enfants nous posent souvent la question. C'est une langue dravidienne, donc qui est parlée en Inde. Et dans cette langue, vous avez 3 catégorisations. Donc vous avez par exemple tout ce qui est humain mâle, entre guillemets, humain femelle, et tout ce qui est neutre, on va dire, donc tout le reste qui est catégorisé ensemble. Pour D, vous allez avoir, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Zandé, donc c'est une langue atlantique-congo qui est parlée en Afrique, où vous avez 4 catégories. Donc vous allez avoir, un peu comme vous aviez dans le Canada, donc vous avez humain mâle, humain femelle, ensuite animé et inanimé. Voilà, et c'est bien sûr, il existe plein d'autres manières où les langues vont pouvoir catégoriser ces différents éléments. Donc, par exemple, vous allez en trouver beaucoup d'autres. Et l'idée, c'était par ce jeu de montrer un petit peu une diversité de comment les langues peuvent catégoriser les noms. Et après, bien entendu, mon thème de recherche, c'est de voir comment ça va interagir avec la culture, avec le cerveau, etc., avec plein d'autres perspectives. Ce qui nous amène à la question suivante, je crois. Est-ce que déjà vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez interpeller Marc sur ces questions-là? Moi, j'en ai une. Bah, allez-y. Je peux en fait, comment vous répondez à la question qui serait de savoir pourquoi est-ce que les langues ont le besoin de catégoriser? Alors ça, il y a plusieurs perspectives. Une qui revient assez souvent, c'est pour faciliter le suivi des référents dans le discours. Donc, c'est-à-dire, si je prends le mandarin, par exemple, le mandarin a ce qu'on appelle des classificateurs qui catégorisent les objets selon la forme et la fonction. Et par exemple, quand je vais dire donne-moi celui-là, je vais pas dire comme en français celui-là, puisqu'en français c'est masculin-féminin, mais le lui va être remplacé par quelque chose, par exemple, qui dit que je parle d'un objet long, d'un objet rond, etc. Donc, une des fonctions principales qu'on leur donne, c'est pour ça, c'est de dire moins, mais de permettre aux personnes qui écoutent de suivre la discussion. Après, c'est pas la seule fonction. Il y a plein d'autres raisons culturelles aussi que certaines langues le font. Super, merci. Et on passe à la prochaine question. Combien de langues sur les 7000 parlées dans le monde catégorisent les noms? D'après vous, est-ce que c'est 5%, 20%, 50% ou 70%? Alors, on a une question justement, Marc, sur les catégories, c'est les noms propres ou les noms communs? Les noms communs, bonne question. Les noms communs. Donc par exemple, fruits, montgolfière, table, chaise. Ça peut inclure les noms qui font référence aux êtres humains aussi. Donc par exemple, ça peut être professeur, boulanger, boulangère, etc. Alors, une première réponse, 70%, 50, 50, 70, 70, 20, ok. On a beaucoup de 70% et de 50%. Ouais, beaucoup de 70 et de 50%. Je vous laisse répondre. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très proches de la réponse ou qui ont trouvé la réponse. On va tourner dans à peu près les 50%. Et ça nous amène à la carte qui vient après. Voilà. Donc ici, vous avez une carte. Donc chaque point représente une langue. Donc après, je suis d'accord, c'est pas très évident de représenter une langue par un point, sachant qu'une langue peut être parlée un peu partout. Je pourrais expliquer comment ça a été fait. L'idée, du coup, c'est vous avez à peu près dans cet échantillon, sur les 7000 langues du monde, on a fait un échantillon de 3000 langues. Et dedans, on est allé répertorier quelle langue avec quel type de système. Je pourrais expliquer comment ça a été fait tout à l'heure si ça intéresse les personnes. L'idée, alors les 3 couleurs importantes à voir, c'est le bleu, le rouge et le vert. Le bleu, c'est les langues qui, comme le français, vont avoir une catégorisation grammaticale fondée sur le masculin-féminin, donc qui inclut le masculin-féminin. Donc le masculin-féminin neutre est aussi inclus en bleu. Donc vous voyez à peu près où c'est distribué, c'est surtout dans les langues indo-européennes qu'on va le trouver.
En vert, vous avez un système qui va être similaire à celui du français, où on a un accord grammatical, mais où les catégories ne sont pas du tout fondées sur le masculin-féminin. Donc le masculin-féminin est inexistant. Ça va être des catégories fondées sur humain, non-humain, animé, inanimé, ça peut être les fruits, les plantes, est-ce que c'est un véhicule ou pas, enfin des catégories comme ça. Et en rouge, vous allez avoir un système un peu différent de ce qu'on a en français. Ça, c'est ce qu'on appelle des classificateurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un accord, on va avoir un mot ou un morphème qui met en valeur un trait sémantique du référent. Donc, par exemple, on va dire un long stylo, un animal poisson, une ronde montgolfière, un rond fruit, si on fait référence à une pomme, par exemple, etc. L'idée étant que ce long, rond, etc., ce n'est pas un adjectif, comme on pourrait le percevoir en français, mais c'est un élément grammatical qui doit être là, parce que le référent a un trait sémantique spécifique. Donc on le trouve en mandarin, en japonais, etc. Et on voit une distribution géographique assez nette. Donc en Asie, on a plutôt des classificateurs. En Europe, les langues indo-européennes, ça va surtout être du masculin-féminin. Et en Afrique, on va surtout avoir des langues qu'on appelle à classe nominale, du coup en vert. Et on va avoir des langues qui ont plusieurs systèmes en même temps, comme le népalais qui a 2 systèmes du style genre grammatical et un système classificateur. Et on va aussi avoir en gris, alors je suis d'accord, les croix ne se voient pas très bien, mais en gris, c'est les langues qui n'ont aucun de ces 3 systèmes. Donc là, on n'utilise ni du masculin-féminin, ni des classes nominales, ni des classificateurs. Et c'est à peu près la moitié des langues du monde. Donc ça veut dire que ce n'est pas une catégorisation obligatoire, que, du moins qui ne se reflète pas obligatoirement dans les langues. Mais pour répondre à la question d'avant, du coup, une chose générale, c'est que dans les langues, vu qu'on a tellement de noms, en général, on a un peu besoin de les organiser pour pouvoir y avoir accès dans notre lexique, dans le cerveau. Il y a plusieurs stratégies pour le faire. Une d'entre elles, c'est ces systèmes qu'on voit ici. Et clairement, comme vous le voyez, ce n'est pas les seuls systèmes qui existent, vu qu'on a la moitié des langues du monde qui n'en ont pas. Des questions ? Je vous passe le micro, comme ça tout le monde peut vous entendre. Excusez-moi, parce que c'est intéressant en fait. Quand vous expliquiez que finalement ça servait à simplifier les choses au fond, parce que c'était utile pour résumer la pensée et permettre qu'elle soit comprise. Alors comment font-ils les autres, ceux qui n'ont rien ? Alors ça c'est justement... Oula, pardon, je crois que j'ai bougé quelque chose. Ça, c'est justement comment je pense, c'est pourquoi je suis au CNRS maintenant. C'est la question que j'ai posée pendant mon audition. J'ai dit, il faudrait qu'on sache pourquoi. Et effectivement, on n'a pas directement la réponse. Alors, une hypothèse que moi, je suis en train de tester, c'est qu'on peut avoir des catégorisations fixes et des catégorisations dynamiques. Alors, fixe, c'est-à-dire comme en français, on va avoir fruit et masculin, montgolfière et féminin. Ça ne va pas changer. On peut avoir très peu de noms qui ont une forme et qui ont 2 référents, comme vase. On peut avoir un vase pour mettre les fleurs, la vase pour ce qu'on trouve dans les marécages. Mais c'est 2 référents différents qui ont une même forme. Mais ça ne bouge pas. Dans les langues qui n'en ont pas, on peut avoir ce qu'on appelle des systèmes de cas. C'est-à-dire un nom peut être marqué avec quelque chose qui ressemble à notre masculin-féminin si c'est le sujet ou l'objet ou autre chose. Mais dans ce cas, ça veut dire que, par exemple, peut-être que montgolfière va être sujet dans une phrase et va être objet dans l'autre. Mais ça permet quand même un certain suivi au niveau cognitif. Alors, est-ce que ça marche vraiment comme ça ? À tester, je suis d'accord. Donc, idéalement, j'ai toute ma vie pour le faire et encourager d'autres personnes pour le faire. Enfin, j'ai l'impression que le CNRS est d'accord pour ça, vu que je suis là. Donc, c'est ce que je vais continuer à essayer de faire. Après, il y a d'autres hypothèses aussi, mais je donne celle-ci qui est une des plus générales pour l'instant. Super, merci. Prochaine question ? Oui. Comment... Pardon. Comment changeriez-vous cette phrase pour qu'elle soit inclusive ou non genrée ? Peut-être dire ce que c'est qu'inclusif ou non genré ? Oui. Alors, et je vais faire un petit peu de contexte aussi vite fait. Alors, tout à l'heure, on est parti du monde entier. Là, on va faire un zoom-in assez rapide sur le français. Et idéalement, on va faire une connexion avec comment, par exemple, les langues vont interagir avec, par exemple, l'environnement culturel, avec les identités de genre. Et quand on compare, quand on sait que des langues ont des systèmes de catégorisation, comme on a vu tout à l'heure, quand on le connecte avec les discussions d'identité de genre, une chose qui vient très rapidement, par exemple, c'est, tout à l'heure, on a parlé d'utilisation des pronoms. Alors, quand vous avez une langue comme l'anglais qui marque juste du masculin-féminin sur les pronoms, c'est relativement facile à adresser entre guillemets, puisque en changeant les pronoms, vous pouvez soit mettre en avant ou soit
mettre en arrière une identité de genre. Si vous avez une langue comme le français, l'espagnol, l'allemand, etc., si vous avez un accord, par exemple, si je prends le pronom yel qui est dans le dictionnaire et je dis yel est grande, utiliser yel ne sert pas à grand-chose puisque grande va être accordée, si j'accorde grande au féminin ou au masculin derrière. Donc pour ça, il y a plusieurs systèmes qui ont été proposés pour essayer de soit mettre en avant ou mettre en arrière l'identité de genre dans les langues. C'est ici résumé à travers les deux termes qui peuvent être discutés, hein, de l'écriture inclusive ou non genrée. L'écriture inclusive, je pense que tout le monde a un petit peu une idée, c'est par exemple en écrivant ou en parlant, je vais essayer de mentionner le masculin et le féminin ou le féminin et le masculin régulièrement. Donc au lieu de dire chers tous, je vais dire chers toutes et tous, etc. etc. En l'écriture, je peux mettre un point médian, etc. Ça a ses avantages et inconvénients, donc ça peut justement permettre de rappeler chers toutes et tous, d'éviter le masculin générique. Par contre, ce que ça peut faire, c'est que ça renforce la binarisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais rappeler, on a des femmes et des hommes, si je dis chers toutes et tous, alors que certaines personnes ne s'inscrivent pas dans cette manœuvre ou ne souhaitent pas que leur identité soit mise en avant. Ça peut aller dans l'autre sens aussi. On peut avoir des personnes qui voudraient avoir leur identité de genre mise en avant. Mais une alternative du coup à l'écriture inclusive, c'est ce que ici j'ai mis en non genré. C'est-à-dire que des personnes ont suggéré des systèmes d'accord grammatical non genré. C'est-à-dire un système qui a été proposé par des personnes qui travaillent ici, par exemple, c'est qu'on aurait, si vous avez en masculin une phrase, vous allez avoir un candidat, par exemple, vous pouvez avoir une candidate, c'est au féminin, et le système proposé, c'est on prend le E du féminin et on le change en I. Donc ça donnerait unicandidati, par exemple. Et dans des contextes d'embauche, du coup, vous ne marquez pas. Il y a plein d'autres alternatives qui ont été proposées, avec des X, d'autres, ou des Z, d'autres manières. Et ça, c'est aussi un de mes thèmes de recherche, c'est de voir comment différents systèmes sont proposés, peuvent être appris, comment ces systèmes sont perçus justement par les utilisateurs. Parce qu'au final, ça revient à comment la société va faire, en fait. Mais je crois que j'ai un peu trop spoilé. Ouais, donc, j'ai donné un exemple, un peu donné trop d'aide. On va quand même voir. Et justement, un peu un exercice de dictée. Un nouveau candidat est arrivé hier, il est reparti ce matin. Vos ardoises vont plus vous servir à vous creuser le ciboulot pour savoir comment rendre cette phrase de manière non genrée. Et dès que vous avez un peu une idée, n'hésitez pas à lever la main pour nous faire une proposition et voir si ça rentre dans les clous ou pas. Moi, je n'ai pas de réponse, mais j'ai une question. En quoi cette phrase est genrée, en fait ? Puisqu'on parlait tout à l'heure du masculin neutre, ou je ne sais pas comment il était évoqué, et en quoi, je reprends l'exemple du fruit et de la montgolfière, en quoi la montgolfière, elle est genrée ? Autant c'est une convention grammaticale, c'est une convention de langage, mais en quoi cette phrase est genrée et pour autant... C'est ce qu'on appelle en français le genre grammatical. Oui, mais comme la... Pardon, le mot genre, il a d'abord en français, dans la langue française, le sens de déterminer, de définir la catégorie grammaticale à laquelle on rattache le mot. Donc le mot genre, son premier sens dans l'histoire de la langue, c'est de s'appliquer à des questions grammaticales. Donc il y a du genre grammatical, et puis c'est aussi d'ailleurs de parler de genre artistique. Oui, mais donc le masculin neutre dont on parlait tout à l'heure, il n'est pas nécessairement genré au sens où certains le prennent pour eux, pas plus qu'une montgolfière ou un fruit. Alors, par rapport à montgolfière et fruits, ou par exemple, effectivement, là, on va parler du genrage plutôt des référents humains, c'est-à-dire quand un nom fait référence à un être humain. Après, il est genré dans le sens où, alors effectivement, on peut dire que le masculin neutre, donc quand on dit un candidat, ou est-ce que ça fait référence spécifiquement à un être assigné homme, on va dire. Alors, par contre, dans ce cas-ci, il y a pas mal d'études qui montrent justement que quand on utilise le masculin générique, l'image imaginée dans la tête des personnes est le sexe du genre grammatical qui est utilisé. Donc, par exemple, si je vous dis des musiciens sont arrivés et que je vous montre une photo avec 50% d'assignés hommes et 50% d'assignés femmes, je vais mesurer une surprise dans le cerveau parce que inconsciemment, on ne s'attend pas justement à imaginer des femmes dans l'image.
alors qu'on utilise un masculin générique. Alors ça a des répercussions directes et mesurables sur, rien qu'ici on a dit un candidat, pour justement le contexte d'embauche. Est-ce qu'on ne peut pas dire tout simplement que c'est genré masculin parce que le neutre n'est pas une catégorie grammaticale dans la langue française. Donc dans la langue française, il n'y a pas de genre grammatical neutre. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ce n'est pas une catégorie grammaticale de la langue française. Donc il est genré. Oui, mais c'est de ça qu'on est en train de vous... C'est de ça qu'il est en train de parler. Voilà. Après, je suis d'accord, c'est ouvert à discussion. Je pense que ça, c'est le thème de la discussion ce soir. Donc justement, je suis d'accord. Ça peut se discuter de est-ce que ici on fait, est-ce que le neutre ne marcherait pas ou pas. Ça peut se tester effectivement. Je suis entièrement d'accord. Ah, une proposition. Une nouvelle personne est arrivée hier pour candidater. Elle est repartie ce matin. Très bien. C'est un exemple qui est effectivement utilisé dans pas mal de situations. Donc on a, alors en français ça n'a pas encore été développé je pense, mais dans certaines langues pour l'allemand, on a des projets de recherche qui justement essaient de remplacer, d'identifier des mots, de faire des remplacements par des mots qui seraient plutôt neutres. Donc on va dire une personne, un candidat. Après, on peut avoir un contre-pied en disant, du coup, personne est féminin, est-ce qu'à un moment, on ne va pas partir de l'autre côté? C'est ouvert à discussion, je suis d'accord. Mais je vous cite des réponses que des fois j'entends quand on met des systèmes en avant. Sinon, on peut utiliser, comme vous l'aviez... Pardon. Si. On peut utiliser sinon le point médian, comme vous l'aviez expliqué tout à l'heure, juste en mettant un point E, nouveau point L. Du coup, c'est un peu chargé, mais ça peut marcher. Et pour la deuxième partie de la phrase, on met « et repartez ce matin », on ne met pas de petits pronoms. Voilà, comme ça. Exactement, c'est une des solutions qui est proposée. Alors, vu que les personnes qui mentionnent ces options en général disent déjà leurs points forts, je vais juste mentionner un petit peu des fois ce que disent des personnes qui sont contre. Ce n'est pas mon point de vue, mais je vous donne l'idée. C'est que si vous travaillez avec des personnes qui sont dans l'informatique, par exemple, qui font des sites web, elles vont vous dire « je déteste le point médian parce que ça fait cracher mes sites web ». Je suis d'accord, c'est peut-être pas une raison valable pour ne pas l'utiliser, mais c'est des sujets pratiques qui reviennent, par exemple. Ouais. Pardon, mais si on est dans les arguments contre, parce que je veux dire, on peut dire « vous dénaturez la langue ». Hein. Alors, pour dénaturer la langue, une chose qui est, je sais pas, après, ça je vais peut-être le dire après, si d'autres personnes veulent donner leur. Oui, juste une question, parce que une phrase est en général faite, mais je m'adresse du coup aux linguistes, une phrase elle est faite pour être énoncée oralement, potentiellement, si c'est un langage parlé. L'écriture inclusive, elle ne se parle pas. On peut la réécrire en écriture inclusive avec les points machin, mais on ne peut pas la lire. Ou alors je ne sais pas la lire, en tout cas, moi. Une option alternative qui est proposée, justement, c'est de le lire, donc chers toutes et tous, par exemple. Après, effectivement, lire le point médian, des personnes essaient de le faire, mais enfin, moi, je ne l'ai pas entendu fréquemment. Une alternative, c'est l'écriture, le langage non genré. Du coup, l'idée, c'est que justement, ça s'écrit et ça se prononce. Donc, par exemple, le i que j'ai mentionné, entre autres, avec d'autres systèmes, c'est quelque chose qui va s'écrire, qui va se prononcer et qui n'ajoute pas de nouveaux caractères dans la langue. Après, est-ce que c'est naturel ou pas? On va toujours trouver des situations où ça sonne différemment, mais voilà, c'est assez rare de trouver le son parfait. Et juste pour rebondir par rapport au temps, pour ne pas trop dépasser sur mes collègues non plus, une chose qui est assez importante à mettre en avant, je pense, pour des systèmes qui sont proposés, un point commun entre les personnes qui proposent ces systèmes, c'est que le système, que ce soit non-genré ou inclusif, va être optionnel. C'est-à-dire que si vous prenez le système en I, par exemple, déjà, il ne s'applique qu'aux référents humains, donc le genre de fruits et montgolfières ne va pas changer, et ça va s'appliquer de manière optionnelle aux référents humains. Donc, par exemple, dans un contexte d'embauche, je vais peut-être avoir envie justement de ne pas genrer les personnes, donc je vais vous dire Uni candidati est arrivé ce matin et IL est reparti, est arrivé hier et IL est reparti ce matin. Si dans d'autres situations, par exemple, je parle avec une personne et cette personne a envie de mettre en avant son identité de genre pour différentes raisons, par exemple, on va avoir des personnes qui m'ont dit en conférence, moi je tiens à mon il, je tiens à mon elle, et je veux l'utiliser. Et personne, aucune des personnes qui a proposé ces systèmes va dire non, vous devez absolument vous dégenrer. C'est vraiment quelque chose qui va être proposé en option, mais qui reste toujours optionnel. C'est toujours au locuteur de faire le choix en général.
Merci. Alors, pour Unicandidati est arrivé hier et reparti ce matin, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Du coup, merde, j'ai perdu ma question. C'est pas grave, la phrase est longue. Oui, mais du coup, ouais, c'est Unicandidati, donc on ne parle plus de nouveau. Et ma question, c'était, et le est arrivé et reparti, on ne l'entend pas, mais à l'écrit, on fait comment pour notamment le et? Alors, pardon, oui, nouveau, j'ai oublié. Donc, si on prend la règle on prend le féminin et on remplace le i, ça donnerait uni, nouvelle i, candidati, est arrivé i, hier. Et Yel est reparti i, avec 2 i, bon, écrit ce matin. Alors, c'est normal que, je pense que quand un nouveau système... Après, là, je suis en train de vous montrer un des systèmes qui, dans un papier qu'on a fait, montre que c'est le système en i qui est le plus facile à apprendre. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, vous allez pouvoir comprendre comment ça marche. Il y a d'autres systèmes qui ont été proposés avec d'autres symboles qui sont relativement plus compliqués des fois. Après, je dénigre pas ces systèmes. C'est vraiment au choix des personnes de l'utiliser. Voilà. Mais après, que ce soit pas naturel, c'est tout à fait normal. Ça, je suis d'accord. Quand quelque chose de nouveau arrive, c'est normal que ça sonne bizarre. Et justement, maintenant que vous avez appris un peu comment dégenrer, de rendre plus inclusif un texte, si jamais, imaginons que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen doivent être retranscrite sans être genrée cette fois-ci, quel serait le pourcentage de mots à changer? 6%, 19%, 27% ou 65%? Et dès que vous avez une réponse, on est sur du 65, 65, 65. On passe à 27 pour certains, certaines. Ouais, ok. On est entre 27 et 65%, grande majorité, quelques 19. Et pas du tout de 6%. Ou que cette personne lève la main. Non. Alors, je donne un peu de contexte pour cette question, sans trop dépasser non plus. L'idée, c'est que dans le thème de recherche, souvent, dans les systèmes automatiques qu'on développe aussi, une question qui nous revient souvent, c'est, par exemple, des entreprises ou des laboratoires vont nous dire « Ok, moi, je suis très pour passer à l'écriture inclusive ou non genrée. Même avoir des options sur mon site web qui donnent toutes ces variantes pour les personnes qui veulent. Par contre, ça va quand même être compliqué. Je vais devoir changer plus de la moitié des mots dans toutes mes pages. Je vais devoir le faire manuellement. Ça ne peut pas se faire automatiquement. Oh purée, j'ai envie, mais c'est chaud quand même. » Et du coup, on s'est dit, effectivement, il n'y a pas de référence qui indique quel est le pourcentage des mots à changer dans le texte. Et quand on pose les questions aux personnes, on a à peu près ce qu'on a eu aujourd'hui, même moi inclus. Moi, j'ai dit 50% intuitivement au début. Et en fait, la réponse, c'est 6%. Quand je prends la Déclaration de l'homme et du citoyen, si je prends, et le plus souvent, c'est on change les mots l'homme et on change l'homme, le citoyen. C'est ces mots qui répétés qui vont changer. Et ce qui nous a intéressé du coup, c'est de voir, ok, dans d'autres types de textes, est-ce que ça change? Et en vrai, on tourne tout le temps à 5%, ce que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc par exemple, là, 6%, c'est la Déclaration de l'homme et du citoyen, où c'est déjà un peu gonflé. Si gonflé dans le sens des mots, hein, pas dans l'autre sens. Alors, par exemple, si je prends un contrat de cession de droit d'auteur, par exemple, si je signe quelque chose pour un contrat pour autoriser une entreprise à me filmer et à mettre mon image sur Internet, ça va être moins de 5%. Si je prends une offre d'embauche, donc si je scanne des offres d'embauche en ligne, que je compte pareil les mots qui doivent être changés. Attention, ici je ne parle pas seulement des noms, hein, je parle des articles, des adjectifs, tout ce que vous voulez. C'est pareil, ça tourne à peu près 5%. Si je prends des articles de recherche, souvent ça tourne à 5%, même moins aussi. Et à l'oral, c'est pareil. Si je prends une discussion, par exemple, entre deux personnes sur des amis, sur des sujets lambda de conversation, ça va tout souvent tourner à 5%. Je prends dans des journaux, ça va à peu près être pareil. Les cas dans les journaux qu'on a vus où ça gonfle, c'est quand on a un article dans un journal qui va faire le narratif de l'histoire d'une personne. Donc, par exemple, qui va dire « il est allé là, elle est allée là, il a fait ça, elle a fait ça ». Donc, c'est dans ces cas-ci que ça gonfle un petit peu, mais là, ça arrive peut-être à 12-15%, pas plus. Donc, on est quand même assez loin du 50% qu'on a intuitivement et que j'avais aussi moi-même avant d'avoir ces chiffres. Et voilà, pour montrer que ça peut... Oui ?
Oh, pardon, excusez-moi, je crois que il y a deux questions en même temps. Attendez. Non, je disais, ça a l'air quand même beaucoup plus compliqué sur des noms d'institutions, parce que dans le musée de l'Homme, il y a 50% des termes à changer et le pas n'est pas encore fait. C'est un sujet en discussion, justement. Mais bien vu, exactement. Et je croyais qu'il y avait une autre... Juste une petite remarque, il me semble que sur l'exemple précédent, sur lequel on a tous penché, c'était plutôt de l'ordre de 50% les mots qui ont été changés. Donc voilà, un peu plus que sur le nouveau candidat. Oui, alors je suis totalement d'accord, c'est parce que l'exemple a été fait exprès pour inclure un maximum de mots à changer. Mais en vrai, si vous prenez des articles, en général, vous n'allez pas avoir ce pourcentage-là du tout. Enfin, je vous encourage à essayer. Hein. Si vous trouvez plus, je vous encourage vraiment à me les envoyer. Parce que justement, ça veut dire que notre échantillon a besoin d'être agrandi. J'aurais posé d'autres questions. Quand j'étais petit, il y a des langues qui m'amusaient énormément, qu'on entendait dans la rue. C'était ce qu'on appelait le javanais ou le louchébem. Bon. Et c'était un jeu d'essayer de les imiter, mais on n'y arrivait pas. C'était quand même très, très compliqué. Et ça appartenait à certaines classes de gens qui discutaient comme ça entre eux. Est-ce que vous ne croyez pas que cette écriture, parler, enfin, la phrase non-genrée, va pas entraîner, indépendamment du fait qu'elle soit plus ou moins difficile pour la littérature ou qu'elle puisse la dénaturer, est-ce qu'elle ne va pas entraîner, comme la population qui parlait le louchébem ou le javanais, finalement une réduction du langage? Parce que c'était un milieu qui parlait avec très peu de mots, en fait. C'était une manière de s'exprimer, mais ce n'était pas vraiment un vrai langage, si vous voulez. Et donc, voilà, c'est ma question. Est-ce que vous ne croyez pas que, parallèlement, ça va peut-être réduire l'esprit, du coup, de la parole? Alors, sur plusieurs niveaux, comment répondre à ça? Alors, tout d'abord, de mon point de vue personnel, du moins, je comprends la question, effectivement. Alors, je n'utiliserai peut-être pas le terme réduction. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'effectivement, il n'y a pas de concept d'une langue va être plus grande ou plus petite qu'une autre, ou supérieure ou inférieure à une autre. Alors, pour la richesse du vocabulaire, je vais citer un exemple que j'aime bien mentionner. C'est en fait, ça se lie aussi à dénaturer la langue. Ce qui est marrant, c'est que c'est quand même l'Académie française qui l'a fait en premier pour enlever les noms de professions féminins. Donc, si vous allez voir l'histoire de l'Académie française, l'Académie a, dans l'histoire, enlevé exprès des noms de professions féminins qui existaient déjà pour qu'il reste que le masculin. Voilà, donc dans ce cas-ci, pour dire que est-ce que ça va la dénaturer ou pas, je pense que c'est pour ça que j'en reviens à ce que j'ai dit, à ce que j'essaie de mentionner fréquemment, c'est que ça va vraiment aux personnes qui parlent la langue de le décider. Par exemple, dans mon thème de recherche, une chose qu'on regarde, c'est l'évolution des langues. Et enfin, on va plutôt dire, pour être politiquement correct, le changement diachronique des langues. Parce que l'évolution peut insinuer que quelque chose est meilleur que l'autre. Et l'idée, dans ce cas-ci, c'est qu'on voit une tendance dans les langues indo-européennes que le genre grammatical est en train de disparaître, de manière assez relativement naturelle. Donc, est-ce que ceci va l'accélérer ou pas? Donc, personnellement, moi, j'en reviens à mon avis, je vais essayer de conclure pour quand même ne pas empiéter sur les autres, c'est que ça va toujours être aux personnes qui parlent la langue de décider. Si ça va arriver, ça va arriver. Notre but, c'est de faire des observations, de proposer des options aux personnes, et après, ça va se passer. Et c'est toujours sujet à discussion, parce que je pense que le genre dans la société et dans les langues, c'est un sujet de discussion qui est très récent dans l'histoire de l'humanité, comme l'intelligence artificielle d'ailleurs. C'est des sujets qui sont très à débat en ce moment, qui sont en discussion. C'est un peu normal qu'on se tâtonne un peu, qu'on essaie de voir où ça va. Et je pense que c'est tout à fait normal d'essayer de découvrir un petit peu où ça va aller. Merci. Et justement, belle transition, parce qu'on voulait parler des noms qui avaient peut-être qui étaient peut-être apparus récemment. Est-ce que autrice, poétesse, doctoresse et écrivaine sont justement des néologismes? Des néologismes, c'est-à-dire des mots qui ont été introduits dans la langue à un moment donné, qui ont été inventés. Non, non. Non, non en très grand, non, non en tout petit. Non, non, non.
Ouais, je pense que... ils sont tous très forts. La salle ils sont tous super forts. En fait, quand on a préparé cette conversation et que Marc expliquait son sujet, son domaine, etc., je n'ai pas pu m'empêcher de dire, voilà, moi, je ne construis pas du tout de système linguistique et je ne cherche pas à savoir, à inventer des nouvelles conventions ou des nouvelles normes d'écriture, mais de mon point de vue et dans ma perspective qui est celle de l'histoire de la langue et de la langue française en particulier, je sais que le débat est très chaud aujourd'hui sur faut-il ou pas utiliser l'écriture inclusive, non genrée. Et l'un des arguments, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous réduisez le potentiel de la langue, vous dénaturez la langue, parce qu'il y aurait en fait une nature de la langue qu'on dénaturerait en féminisant toute la langue et en introduisant donc tous ces mots féminins, en particulier sur toute la question des professions, etc. Et donc je me suis dit, il faut quand même dire que autrice, poétesse, doctoresse, écrivaine, tous ces mots-là sont des mots qui sont attestés depuis très très longtemps. Autrice, en fait, c'est le plus ancien. C'est le féminin tout à fait normal, si je peux dire, de auctor, auctrice, latin. Donc ça existe depuis qu'existe la langue française. Et que tous ces mots, autrice, poétesse, doctoresse, au Moyen-Âge, le suffixe en S, il marque quoi? Il marque le prestige. Par exemple, duchesse, princesse, tout ça, c'est des marques de prestige. Bon, bref, au XVIIe siècle, le XVIIe siècle commence à contester tous ces mots. Autrice, le plus fort. Et progressivement, à les éliminer de la langue, enfin à en interdire l'usage, et donc à les éliminer de la langue. Pourquoi? La condamnation, elle est politique. C'est-à-dire, elle n'est pas autre chose que politique. Ces mots, tous ces féminins symbolisent en premier lieu la capacité des femmes à écrire, à produire de la pensée, autrices, écrivaines, à avoir des créations par leur cerveau. Et donc, les masculinistes du XVIIe siècle, l'Académie française est interdite aux femmes, il n'y a que des hommes, les masculinistes, ils ont combattu tous ces mots qui associaient, ou qui disaient la possibilité, la capacité pour les femmes de produire. Et c'est précisément à l'époque, au XVIIe siècle, où justement les femmes, les femmes commencent à s'approprier l'outil qu'est l'imprimerie, enfin, commencent à publier, à écrire. C'est le XVIIe siècle où produisent les Madame de Scudéry, Madame de Montpensier, Lafayette, etc. etc. Donc, c'est précisément à cette époque-là qu'on conteste leur capacité à penser. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, il n'y a pas, avec l'écriture inclusive et non genrée, de tentative de féminiser la langue. S'il y a quelque chose en termes de genre grammatical, il y a une tentative de démasculiniser ce qui a été masculinisé à partir du XVIIe siècle. Et on en revient, en fait, il s'agit de revenir à la nature, il n'y a pas de nature, à l'histoire de la langue. Si je peux juste très rapidement. Merci. Et aussi, désolé, ça m'est sorti de la tête, mais en fait, si on prend des systèmes non genrés qui ont été ajoutés, si par réduire la langue, on entend que des mots vont disparaître, en fait, avoir un système non genré, ça enrichit la langue, puisque ça rajoute une troisième version de la plupart des référents humains. Donc, par exemple, fruits ou montgolfière ne change pas, mais pour professeur, boulangère, etc., on va avoir une troisième version. Donc après, c'est pas que comme ça qu'on va mesurer, je suis d'accord. Ah, on a une question juste ici. Juste une remarque par rapport à ce que vous dites. À force d'introduire des mots, et là je pense à des anglicismes et autres, ces mots-là deviennent tellement utilisés que ça n'ajoute pas à la langue. Les autres deviennent un peu anciens et finissent par ne plus être utilisés. Et aujourd'hui, on voit, moi, l'autre jour, en passant devant un restaurant, j'ai vu le menu.
50% des mots étaient d'origine anglaise, enfin anglo-saxonne. Oui, mais sur la question du genre, tous les mots, ils appartenaient déjà à la langue. Il n'y a pas. Oui, mais c'était par rapport à ce que vous disiez que ça n'a fait qu'ajouter, mais à force de l'utiliser, s'il devient très utilisé, il y en a d'autres qui, on n'utilisera plus les autres et petit à petit disparaîtront. Bon, voilà, c'est. Eh bien, on passe à la suite. Oui, on passe à la suite. Hein. En fait, la suite, c'est parce que c'est pour rebondir en fait sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la remarque que vous faisiez tout à l'heure, parce que je me la suis faite aussi quand on préparait l'émission. On parle beaucoup de genre, mais ça veut dire quoi le genre donc voilà. Donc la question c'est. C'est une question ouverte. Du coup, voilà. Comment définissez-vous le mot genre et quelle différence entre sexe et genre? Si quelqu'un veut apporter une expérience, une précision. Je dirais le sexe découle de la biologie, déjà, à la base, avec dans la taxonomie qu'on a pu utiliser par rapport au système reproductif. Et à côté de ça, le genre, en fait, est une construction en termes d'organisation sociale et de répartition des rôles et des fonctions, dont certaines peuvent être liées, en fait, à des différences liées à la physiologie et d'autres à des différences culturelles. Voilà. Différence liée à la physiologie, c'est, je dirais, on ne va pas demander à une femme d'abattre un arbre pendant qu'elle est enceinte. Voilà. Et d'autres qui peuvent être des différences culturelles liées à des traditions qui ont pu être décidées à un moment donné dans la manière de s'organiser sur un territoire. Voilà. Mais sauf que le genre, ça peut aussi être la manière dont on se sent, et ça peut fluctuer au cours de la vie. Genre, par exemple, maintenant, il y a des gens qui se sentent non-binaires. Maintenant, je veux dire, c'est beaucoup plus, on en parle beaucoup plus maintenant, mais sauf que c'est pas du tout lié au sexe de naissance, et c'est pas lié non plus à des actions que la personne peut ou ne peut pas faire, ni au fait que si par exemple la personne peut être enceinte ou non, elle peut quand même être non-binaire, même si elle est enceinte ou même si elle est pas enceinte et n'a pas la possibilité d'être enceinte. Voilà. Merci. Quelqu'un veut ajouter? Là, on parle essentiellement d'humain, mais la montgolfière, dans l'histoire, elle n'a pas demandé à être une montgolfière. Alors, si je peux juste d'abord rebondir, on vous redonnera le parole, mais juste rebondir pour distinguer en fait 3 emplois dans la langue française du mot genre. Il y a le genre grammatical, dont on a abondamment parlé jusqu'à présent. Il y a le genre au sens de forme artistique. On parle du genre romanesque, du genre poétique, du genre. Et puis, et ça, ce sont les emplois les plus anciens. Et puis, il y a l'emploi dont moi, là, sur la piste duquel moi je vous mets en vous demandant la différence entre sexe et genre. Il y a l'emploi du mot genre dans une relation avec les caractérisations sexuées de l'individu. Et c'est donc c'est de ce 3e sens du mot genre, de ce 3e emploi du mot genre que là on est en train de parler quand on parle de distinction entre sexe et genre. Voilà. Et maintenant je vous redonne la parole. Oui, parce que pour moi c'est la question de fond, ça. En tout cas pour moi dans ma réflexion, il y a effectivement deux concepts. Il y a le sexe, et lui il est biologique, il existe. Et puis il y a le genre tel qu'on le pratique dans la langue, dans la société, dans tout ce qu'on veut. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, alors que jusqu'à présent, on les a gérés tous les deux côte à côte, tout d'un coup, y compris dans la langue, puisqu'on parle la langue aujourd'hui, on les oppose. Et on veut à la fois les opposer et les mélanger. Puisque si le genre n'était qu'une identité, il n'y aurait pas nécessairement d'acte chirurgical, d'acte médical, sans parler de chirurgie. C'est pour ça qu'à la fois on veut les séparer, à la fois on veut les mélanger. Alors je vais essayer d'apporter quelques éléments et après je vous redonnerai la parole pour poser des questions.
il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'usage courant du mot. Dans la langue courante, l'usage du mot dans son sens de genre sexué. Je dis genre sexué pour distinguer de genre grammatical ou de forme générique. Dans l'usage courant, le mot genre, il est partout. Il est partout. J'ai un genre, t'as un genre, quel est ton genre, je te mets genre, je te dégenre. Bon. Donc, le mot genre, il est partout dans le langage courant. Mais dans le domaine des études de genre, il y a une notion, il y a un concept de genre qui ne recouvre pas exactement, qui ne recouvre même pas tous ces usages du mot. Et quand on travaille en sociaux, on s'interroge sur justement les relations entre l'usage du terme et puis la catégorie d'analyse. La catégorie d'analyse, ça veut dire que c'est un outil critique, un outil qui permet certaines analyses. Et cet outil critique, il a une histoire. Ça veut dire que utiliser le mot genre dans son acception de genre sexué comme notion, ça n'a pas toujours existé. Il y a en fait trois grands moments, et vous vous y rattachez plus ou moins dans les réponses que vous faites. Il y a trois grands moments dans la façon de penser cette notion du genre rapporté ou rattaché aux catégorisations sexuées. Le terme de genre, dans ce sens-là, il apparaît dans les années 50. Il apparaît dans les années 50 dans le domaine médico-psychologique pour distinguer, c'est dans les études et les travaux qui sont faits sur ce qu'on appelait à l'époque la transsexualité, enfin le transsexualisme, et c'est pour désigner ce qui était considéré comme une pathologie, la condition, entre guillemets, des personnes qui ne s'identifiaient pas à leur sexe de naissance. Donc, les chercheurs, ces médecins des années 50 aux États-Unis, distinguent le sexe biologique de naissance de ce qu'ils appellent le genre, qui relève de la psychologie, d'un sentiment, de la façon dont ils se sentent. Et tout l'objectif de la médecine à ce moment-là, c'est de normaliser ces personnes, de les ramener de ramener la concordance entre leur sexe de naissance et leur sentiment de genre. Donc l'enjeu, il n'est pas d'interroger des normes sexuelles, il est de normaliser les individus, de faire en sorte qu'il y ait une continuité entre sexe et genre. Dans les années 70-80, les féministes reprennent cette distinction entre sexe et genre, mais d'abord elles la déplacent, plus pour distinguer entre du sexe biologique et du genre psychologique, mais pour distinguer entre du sexe biologique, la biologie, et du genre social, culturel. Ça, en gros, c'est la doxa aujourd'hui. Le sexe, c'est la biologie, c'est le naturel. Le genre, c'est le culturel. Donc, elles ont déplacé la distinction, et elles ont aussi inversé la perspective, parce qu'il ne s'agit pas de normaliser, là. Là, il s'agit de critiquer, enfin d'interroger, de critiquer les normes sexuelles. C'est-à-dire l'association qui est faite culturellement entre des sexes de naissance, entre un homme né, assigné homme à la naissance, et la construction culturelle du masculin. Un être masculin est naturellement fort, donc il peut couper le bois. Une femme est naturellement tendre, donc elle consolera. Bon, bref. Ça, c'est les années 70-80. À partir des années 90, en fait, même déjà dès les années 80, mais surtout à partir des années 90, cette naturalité du sexe, donc cette partition entre la nature du sexe et la culture du genre, est interrogée et mise en question. Et ce qui est mis en avant, alors là, on est dans de la construction, dans de la réflexion théorique. Hein. Ce qui est mis en avant, c'est la dimension construite de la catégorie de sexe, y compris même, mais ça, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, la catégorie de sexe construite, y compris même par l'introduction de la catégorie de genre. Penser le genre comme construction culturelle,
c'est produire le sexe comme construction naturelle. Enfin, comme naturelle. Et ça, c'est la construction de ces années 70-80. Et donc, à partir des années 90, tout un axe des études de genre pense le sexe et le genre comme étant des constructions. Et vous allez me dire, alors c'est quoi la différence ? Eh ben, justement, la question se pose mais ça, on y arrivera un peu plus tard. Donc peut-être que, on arrivera à qu'est-ce qui permet en fait de ne plus penser à partir de cette opposition sexe-genre. Oui, bien sûr. J'ai fini là-dessus. D'accord, ok. Sur ce point-là. Oui, non, pour répondre peut-être à un peu toutes les questions qui ont été posées, enfin, donner des éléments de réponse, comme vient de le dire Anne, effectivement, la question du sexe, c'est pas ma spécialité, mais la différence entre sexe femelle et sexe mâle ne va pas de soi, y compris historiquement. C'est-à-dire que l'histoire médicale n'a pas toujours fait une différence aussi franche entre les deux sexes. Il y a eu... Ah pardon, excuse-moi. Bon, alors, ok. D'accord. Ok, donc autre chose. De toute façon, j'ai spoilé tous les tapos ensuite. Donc on y reviendra, pas par moi, mais par Anne, qui va l'expliquer beaucoup mieux que moi. Je rebondirai dessus, voilà. Et il y avait, la question du ressenti qui a été évoquée. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous allez parler ensuite. La question du ressenti. Non. D'accord, ok. On a parlé du ressenti et qu'effectivement c'est une notion qui revient de plus en plus dans la question de l'autodétermination. Maintenant, voilà, il y a aussi cette question dans une nouvelle pensée, matérialisme trans, notamment, avec cette idée que finalement le genre, on a beau ressentir quelque chose qui est très intime et qui est propre à tout le monde et qui est évidemment respectable et qu'il faut respecter, il n'empêche qu'ensuite, lorsqu'on vit en société, malheureusement, moi j'aurais tendance à dire malheureusement, mais on est imprégné de codes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me sentir non-binaire, je me sens non-binaire par ailleurs. Dans la rue, personne ne me reconnaît comme tel. Et du coup, c'est là où il y a une tension. On revient aussi sur pourquoi séparer et pourquoi mettre ensemble. C'est que c'est des espaces de tension et d'ambiguïté. C'est-à-dire que l'émancipation va de main avec le déterminisme. Et du coup, c'est très complexe cette question d'élasticité entre les deux et d'essayer de s'émanciper, mais quand même d'avoir un pied dans la société, dans un système. Je ne sais pas si c'était très clair, mais voilà. Merci beaucoup. Et justement, belle transition. On fait la transition ? Ok. Donc justement, comme le disait Graal à l'instant, la naturalité du sexe n'a pas toujours été aussi évidente qu'elle est censée l'être aujourd'hui. Et donc, voilà, l'un des angles d'entrée de cette interrogation sur la naturalité du sexe, ça va être cette figure-là. Donc la question c'est... D'après vous, quel est le sexe de cette statue ? Et connaissez-vous son nom ? C'est une statue. Hein. Elle n'est pas au musée de l'homme, mais... c'est une femme ? Elle est au Louvre. Un homme ? Ou autre ? Ah, on a un sacré élément de réponse au fond. On a le nom. Ouais, on a le nom. Plusieurs personnes ont le nom. On a le nom. Mais avant de... Oui, mais c'est pas Tirésias. Non. Ah. Hermaphrodite, on a eu la réponse à de nombreuses reprises dans la salle. Ouais. Et... Pardon ? Ah ben évidemment que je connais... Enfin, une prof de lettres qui ne connaîtrait pas Tirésias. Bon sang, mais... Enfin, je ne l'ai jamais rencontré, cela dit. Hein. Et j'ai jamais rencontré non plus Hermaphrodite. Alors, Hermaphrodite... effectivement, c'est son nom. Donc ça, c'est une statue. C'est Hermaphrodite. C'est un personnage. Hermaphrodite, c'est un personnage de la mythologie grecque. Et Hermaphrodite s'appelle Hermaphrodite parce que c'est le fils du dieu Hermès et de la déesse Aphrodite. Et que la légende, alors je vous passe sur la façon dont Hermaphrodite se voit attribuer et des organes et un organe génital masculin et des caractéristiques sexuées féminines. Donc, Hermaphrodite, personnage de la mythologie, est un personnage mythologique qui associe dans sa personne physique les caractéristiques des deux sexes. Et c'est devenu le nom commun Hermaphrodite. En fait, si ça m'intéresse, si je vous ai montré cette reproduction, c'est pour revenir à ce que disait Graal tout à l'heure, parce que les personnes qu'on appelle aujourd'hui intersexes,
donc hermaphrodite, jusqu'à récemment, et ben, jusqu'au XVIIIe siècle, l'hermaphrodite, il avait 2 sexes, pas un. En d'autres termes, le sexe n'était pas une catégorie qui fixait son identité. Il ou elle naissait avec ces 2 sexes, et les règles de droit, du droit du Moyen-Âge en France, étaient très claires. Il fallait que le père ou le parrain, bon, ok, on est toujours dans une société patriarcale, donc c'était le père ou le parrain qui baptisait. Et donc le père ou le parrain devait choisir un des 2 sexes qu'on mettait sur l'acte de baptême. Ok. Sauf que l'hermaphrodite avait la possibilité, au moment de se marier, de changer le sexe, de décider de l'autre sexe, s'il voulait. Seule condition, il ne fallait pas qu'il en change après. Pourquoi il ne fallait pas qu'il en change après? Parce que s'il en changeait, alors là, ça devenait grave parce qu'il devenait un sodomite. Mais là, on n'était plus dans des questions d'identité, on était dans des questions de pratique sexuelle. Donc, jusqu'au XVIIIe siècle, c'est ça. Et c'est au XVIIIe siècle que les choses basculent. Au XVIIIe siècle, on n'a plus 2 sexes quand on est hermaphrodite ou intersexué. On n'a plus 2 sexes, on n'en a en fait qu'un. On a un sexe, un vrai sexe. Et il y a une petite erreur de la nature qu'il faudra corriger. Donc, on va corriger l'erreur de la nature, hein, tout ça évidemment avec plein de guillemets, et redonner à la personne, au sujet, son vrai sexe. Et c'est là que le sexe devient une catégorie qui est à la fois définissant l'identité, la profondeur, l'identité, ce qu'il y a de plus profond dans la personne, et qui est associée à la vérité, puisque c'est son vrai sexe. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour revenir à ce qu'on disait dans la diapositive précédente et ce que disait Graal, historiquement, le sexe est une construction. Et c'est une construction qui s'est figée, là, au XVIIIe siècle. Et justement, on va aller au XXIe siècle. Ah ben, ils ont peut-être des questions. Mais il faut qu'on avance un peu, parce que sinon on n'entendra jamais Graal. Que désignent les lettres de l'acronyme LGBTQIA+. Ah bah écoute, moi je ne savais pas à qui je parlais. Hein, donc, bon, je ne savais pas si vous saviez pas. Non mais en fait... Mais il y a plein de choses à dire. Ouais, c'est extrêmement intéressant. J'avais toujours plein de choses à dire. Alors, on a une personne qui peut nous dire. Du coup, ça veut dire lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, et après, je crois que c'est asexuel, et plus ça inclut du coup tous les non-binaires ou tous ceux qui ont rejoint, enfin toutes les... Il y a toujours des nouvelles identités de genre ou de sexualité qui s'ajoutent par rapport pendant que les gens se découvrent, et du coup, bah, ça inclut le reste, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, on va peut-être, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, avancer. Tout à fait. Le plus, et je vais commencer par le plus, effectivement, en fait, le plus indique la façon même dont s'est constitué l'acronyme. L'acronyme, ça n'a pas toujours été LGBTQIA. L'acronyme, il a commencé, en fait, il est apparu dans les années 90, pas les termes de lesbien ou de gay, mais l'acronyme LGB est apparu dans les années 90 pour désigner, d'abord ça a été LGB. Et puis après, il y a eu des ajouts, il y a eu T, Q, I, A. Et donc le plus indique à la fois ce mouvement et le fait que la liste, elle n'est pas terminée, elle n'est pas close et qu'elle peut continuer. Alors moi, ce que je veux juste souligner, c'est que cette liste, vous l'avez dit, elle qualifie, elle désigne des identités de genre et de sexualité. Et de fait, dans cette liste, de genre et ou de sexe et de sexualité. Alors je ne sais pas si on peut parler véritablement d'identité de sexualité, voilà. Mais parce que moi ce que je dirais, je ne crois pas, mais bon, on continue, on prendra là-dessus tout à l'heure. Ok. En tout cas, non, mais je...
il y a une différence quand même entre L, G, B, lesbienne, gay, bi, qui depuis le départ, sont pensées comme des identités de sexe et ou de genre. A aussi. Non, pardon. Pas de genre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous m'embrouillez complètement. LGBT désigne des orientations sexuelles. En fait, c'est le choix d'objet de désir. Lesbienne, femme, une femme qui désire une femme, gay, un homme qui désire un homme, bi, les deux, et A, qui ne se définit pas par des pratiques, c'est des objets de désir particuliers, ou pas du tout, qui se désire pas d'objet de désir sexué. Donc ça, il faut distinguer ça du T, du Q et du I, qui renvoient à des identités de genre et ou de sexe, et qui renvoient à des identités plutôt qu'à des objets de désir. Et ce n'est pas exactement la même chose de penser objet de désir et de penser identité, même s'il peut y avoir des convergences et même s'il peut y avoir des croisements. Et justement, ce qu'on voulait, pour terminer, c'était vraiment de se focaliser sur le Q. Voilà, sur le cul. Parce que le Sans cul... aucun jeu de mots. Et je cherche faire... Non, absolument aucun jeu de mots. Puis en plus, moi, je ne fais pas de performance. C'est pour ça. On y viendra, la performance. Mais le cul, ici, il définit une identité. Et queer, ici, définit une identité. Mais pas que. Mais pas que. Et en tant que... dans le champ des études de genre, Q ne définit pas une identité, Q définit une catégorie d'analyse. Alors on vous demande qu'est-ce que vous pensez, voilà, comment est-ce que vous définissez queer. On a le temps de leur demander ou bien Très rapidement, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet? Allez, définissez queer. Moi, je vais reprendre. Moi, je suis en études de genre aussi, donc je vais reprendre. Pour moi, alors vous savez tout. Je sais pas tout, non, mais non, parce que tout est mouvant et qu'il y a difficilement. Mais pour moi, queer, c'est une position ou une identité de positionnement, comme dirait Sam Boursier, davantage qu'une identité sexuée de genre ou autre. Ça s'oppose pour moi fondamentalement à ce qui est straight, donc à l'hétéronorme. Mais pour moi, c'est avant tout une identité politique, avant même d'être une identité de sexe ou de genre. C'est plutôt c'est être le monstre qui est hors norme, ça va avec le freak, etc. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ordre de l'opposition. On peut être encore plus radical que vous ne l'êtes, et même que vous, en citant Sam Boursier. Là où, dans l'usage le plus courant, queer est utilisé pour dire une identité, je suis queer ou je ne suis pas queer, la catégorie d'analyse queer, c'est l'outil qui permet en fait de penser justement la déstabilisation de la binarité. C'est tout ce qui s'oppose aux catégories binaires et au premier chef à l'opposition sexe-genre dont je parlais tout à l'heure, puisque à partir du moment où on pense la catégorie du sexe comme étant construite par celle du genre, on est en train de déstabiliser l'opposition, la pertinence même de la distinction entre sexe et genre. Et donc, queer, comme catégorie d'analyse, permet beaucoup moins de penser des identités. L'identité, dans l'histoire de la pensée occidentale, l'identité, c'est ce qui définit, c'est ce qui fixe. Queer permet, au contraire, de déstabiliser toute possibilité de positionnement et de fixité. Un chercheur en études de queer, qui s'appelle Lee Edelman, dit que ce qu'il appelle la queerité, il est américain, donc queerness, le fait queer, ce qui relève du queer, le queer on va dire, le queer ne définit jamais une identité parce que le queer ne fait que déstabiliser les identités. Et de ce point de vue-là, je sais que vous êtes d'accord. Oui. Non, mais parce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire, en fait, queer comme catégorie d'analyse, c'est pas de l'identité. C'est pas de l'identité, c'est précisément ce qui... Alors, après, on peut utiliser les termes de fluide, de non-binaire, etc. Oui, mais tout ça, c'est pour dire, en fait, de la non-fixité, donc de la non-identité. Bon.
Bah, merci. Et sur ça, on peut peut-être passer justement à la déstabilisation. Voilà. De la théorie à la pratique. La pratique, Exactement. la performance. Avec une question que vous pose Graal, si vous aviez la possibilité de changer facilement de prénom demain, le feriez-vous? Et si oui, lequel choisisseriez-vous? Je vais juger vos prénoms. Alors, on a un oui. Ah oui. Non, non, non. Oui. Un deuxième oui. Ah, il y a beaucoup de gens qui sont Un à l'aise dans leur troisième prénom. oui. Mais non principalement. Est-ce que quelqu'un veut nous en dire plus et quel prénom vous choisisseriez? Moi je peux, mais c'est encore un truc bizarre parce que moi aussi je suis artiste, mais moi je performe le rose, donc évidemment moi mon but c'est de me marier avec quelqu'un qui s'appelle Rose en nom de famille et de changer mon prénom en Rose. Rose. Ah bah voyons, bah, bien sûr. C'est la vie. Est-ce que quelqu'un veut nous confier aussi son potentiel prénom s'il pouvait le choisir demain? Ouais. Et pourquoi? Moi, ça n'a aucun lien avec un genre quel qu'il soit, parce que je resterai femme, mais c'est que j'aime pas mon prénom. Et du coup, mon prénom, c'est Marie, parce que ma mère a gagné, mais mon père m'aurait appelée Philippine, et j'aurais préféré celui-là. Il y avait aussi un oui là. Il y avait un oui. Il y a oui. Mais c'est très intime aussi comme question. Hein, donc, Bah, moi, j'ai pas réfléchi à un prénom dont j'aimerais changer, parce que je m'appelle Valentine, c'est sympa, mais c'est les prénoms que m'ont donné mes parents, et s'il y avait la possibilité de changer, oui, ce serait sympa comme idée de pouvoir le changer. Voilà, facilement. Merci. Bah justement, Graal. Alors, absolument. C'est intéressant parce que, du coup, à part peut-être Rose ici, on est quand même sur des personnes qui ont ce rapport au prénom qui n'est pas un rapport, enfin, un changement qui ne serait pas genré, qui serait un changement juste parce que bah, on a envie de s'émanciper, de changer de prénom parce que c'est rigolo, quoi. Et effectivement, moi, j'ai eu un peu la même dynamique puisque actuellement, je n'ai plus de prénom. J'ai décidé de ne plus avoir de prénom et on m'appelle par mon nom de famille. Puisque j'ai fait un projet en 2022 où j'ai choisi ce protocole où chaque jour je changeais de prénom pour prendre le prénom du saint ou de la sainte de la journée. Et en insistant pour que les gens m'appellent comme ça, hein, évidemment, et en signant avec ce prénom-là. Et donc vous avez ici le calendrier que j'utilisais en mettant mon nom de famille ensuite de tous ces prénoms, avec donc cette volonté d'avoir une forme de multiplicité des identités et cette question aussi de pourquoi je garderai un prénom, bon, non seulement genré, mais aussi choisi par des gens qui ne sont pas moi. Pourquoi quelqu'un d'autre choisirait mon prénom à ma place? C'est une vraie question à se poser dans les relations même enfants-parents. Hein. C'est pourquoi les parents choisissent les prénoms des enfants. Mais ce projet, vous le voyez, donc c'est un calendrier catholique. Et effectivement, il y a une tension dans ce projet entre une forme d'émancipation, d'un choix parental comme ça, et une culture qui va encadrer mon choix de prénom. Ça a beau être un protocole un peu aléatoire comme ça, à la fin on se rend compte que chaque jour je devenais un martyr ou une martyre. Et donc il y a ce déterminisme qui est quand même au centre du projet, avec cette tension-là, et aussi, mais qui va mener vers une surcharge identitaire, c'est-à-dire que au bout de 365 jours, à force de changer de prénom tous les jours, plus personne ne se rappelait de mon prénom. Et avec cette possibilité à la fin de supprimer mon prénom, puisque plus personne ne s'en rappelait, à part mes parents bien évidemment. À la fin, voilà, il y avait cette idée politique, queer pour le coup, d'avoir une surcharge identitaire, une surcharge d'informations qui fait s'écrouler comme ça le système de sens. Et c'est un truc qu'on voit aussi avec le plus de LGBTQIA+, avec cette multiplication qui peut être très vertigineuse de ce qu'on appelle les néo-genres, les xéno-genres, c'est-à-dire tout plein de personnes qui ont des genres que vous ne comprenez certainement pas en règle générale. Le sens, c'est pas tant d'exprimer son genre profond qu'avoir une démultiplication des pronoms, des mots, et qui vient à la fin faire que ça n'a plus aucun sens. Et donc c'est un peu le but, c'est en surchargeant ça, à la fin, ça n'a plus aucun sens que je regarde un prénom. Et aujourd'hui, je m'appelle par mon nom de famille, qui est mon vrai nom de famille, qui est Graal. Et là, on voit qu'en fait, on passe de Caribou Cella, c'est-à-dire qu'on passe d'un prénom déterminé à un nom tout aussi déterminé. Donc il y a aussi, à un moment donné, on se sent, enfin, il y a aussi tester les limites d'une hérédité et de l'identité. Voilà. Est-ce que c'était clair ?
Trop bien. Oui, j'ai une question de curiosité par rapport à cette éphéméride et de voir certains jours où il n'y avait pas vraiment de prénom, c'était l'ascension, etc. Absolument. Comment est-ce que vous vous nommiez? Ces jours-là, je sortais pas de chez moi. Ce qui m'arrangeait bien. Non, en réalité, dans ces jours-là, en fait, souvent, il y a quand même un saint ou une sainte. C'est-à-dire qu'il y a souvent un saint patron, une sainte patronne en second. Et puis la question s'est posée, qui est une question aussi culturelle, de refuser de me faire appeler Ascension, par exemple, qui sont des prénoms qui sont culturellement marqués. Et culturellement marqué, pas dans ma culture blanche. Et donc là, il y avait une limite aussi au projet, à un moment donné, de se limiter à un cadre qui reste mon cadre de base. Et donc là aussi, il y a cette tension-là de émancipation et de rattrapage par un système. Okay. Donc voilà. Merci. Et on peut passer à la suite. Deuxième projet. Oula. Oui. Alors ça fait écho à ma bague en cheveux. Puisque c'est une performance que j'ai réalisée il y a quelques années dans un centre d'art, durant laquelle, c'était très simple, j'ai photocopié mes cheveux, encore et encore, jusqu'à épuiser une cartouche d'encre. C'est-à-dire qu'il y avait par terre des photocopies de mes mèches de cheveux qui jonchaient le sol, et les spectateurs et les spectatrices étaient invités à en emporter une avec Helleux. Et effectivement, en fait, c'est une performance qui est venue alors de base avec une référence à un mythe. Alors on va rester beaucoup dans la religion catholique avec les projets de ce soir, puisque c'est quelque chose qui m'a imprégné et qui a un rapport au corps et au genre qui est très intéressant. Et c'était le mythe de Samson et Dalila, qui est un mythe chrétien où pour faire très vite, je ne suis pas spécialiste du tout, où Samson est très 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 fort, on se demande pourquoi, Dalila le séduit pour lui soutirer le secret de sa force, et finalement elle découvre que son secret c'est ses cheveux longs, et elle finit par lui couper. Donc Dalila coupe les cheveux de Samson pendant qu'il est endormi, ce qui lui retire toute sa force. Et ce qui m'intéressait, c'est de me dire, mais c'est-à-dire qu'à une époque, un symbole de force, c'était les cheveux longs chez les hommes. Ce qui n'est plus tant le cas. Ça redevient, évidemment, il y a un trouble en ce moment, mais il y a quand même cette idée que c'est devenu... Dalila, d'ailleurs, ensuite a été représentée comme une femme fatale avec des cheveux longs, elle aussi. Et donc, il y a un enjeu de pouvoir qui s'est créé là-dedans, et ce qui m'intéressait, c'était de troubler les identités. C'est-à-dire que là, très clairement, je ne ressens pas à Samson, je ressens plus à Dalila, et n'empêche que c'est moi qui coupe symboliquement mes cheveux. Donc il y avait cette idée de coller, de troubler deux identités, deux symboles chrétiens pour en fait traduire une évolution ambiguë du rapport de cheveux, du rapport du cheveu long du masculin au féminin, qui va se traduire avec justement le fait que soudainement aujourd'hui mes cheveux longs c'est ma force. C'est-à-dire que moi je me rends très bien compte que j'ai cristallisé tout un tas d'enjeux identitaires autour de mes cheveux longs, au point où, comme je commence à avoir une calvitie, je me fais des cheveux, des bagues en cheveux. C'est quand même qu'il y a quelque chose là-dedans. Et que cet enjeu, c'est un enjeu de pouvoir en réalité. C'est-à-dire que le fait d'avoir ce coupage symbolique par, très relatif, puisque c'est par la photocopie, mais tout de même, et que ça soit dilapidé, c'est-à-dire que les gens l'emportent chez eux, il y a quelque chose, une forme de violence à l'arrachage de cheveux, au coupage de cheveux subi, qui est un peu une de mes peurs irrationnelles, et qui est aussi un truc, une technique de domination, qu'on rentre dans l'armée, on nous coupe les cheveux, il y a quand même le coupage de cheveux rentre dans des dynamiques d'oppression, de pouvoir sur l'autre, et voilà. Et du coup, la question qu'on se posait, c'était déjà, est-ce que vous trouvez que vos jeux... je suis en train de prendre ton rôle, désolé. D'accord, ok. C'est naturel. Oui. Est-ce que vous trouvez que vos cheveux sont genrés, et surtout, est-ce que vous accepteriez de les couper, de vous les faire couper demain? J'ai entendu raser ou couper. Vous choisissez. Couper très court. Couper très court. Pas de centimètres. Faut pas. Non, on va pas. Mais est-ce que demain vous accepteriez? Alors pour ceux qui ont encore des cheveux, évidemment, désolé. Il y a des oui et non. Mais j'ai de l'empathie pour vous. C'est bientôt mon tour. Il y a un non oui. Ouais. Ah oui, c'est les deux questions. D'accord, non et oui. Ok, pardon. Oui, on peut faire ça. Non et oui. Oui ou non. Il y a quelqu'un qui va intervenir.
Il y a des choses écrites, mais j'ai du mal à lire de loin. C'était vous, juste devant. Ouais, alors, oui et non. Mais je pense qu'elle veut intervenir. Ah, pardon. Je suis longue à la détente. Merci. Bonjour, moi c'était pour expliquer un peu ce qui s'était passé avec mes cheveux, pardon. J'ai eu les cheveux très longs, donc jusqu'à la poitrine. Et donc pour moi c'était genré. Et puis je les ai coupés très 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 courts pour un don, donc j'ai eu très peu de cheveux. Et là j'ai vu qu'il y avait une question dans le genre qui se posait, c'est-à-dire que du coup je me posais beaucoup de questions sur comment m'habiller. Et qu'est-ce que je représentais pour autrui tout de suite? Est-ce que je faisais butch, lesbienne ou quoi? Et donc, du coup, j'avais envie de jouer un peu là-dessus aussi, et c'était assez particulier, voilà, à vivre. Là, j'ai l'as poussé, mais je pense que dans 5 ans, je les recouperai totalement. Voilà. Intéressant. Et alors, la dame veut intervenir, mais le monsieur disait et l'inverse. Est-ce que ici, des gens qui aimeraient laisser pousser leurs cheveux très longs? Faut pouvoir, moi je peux plus. Oui, non, c'est la dame qui était devant, ici. Vous savez, quand on est gosse, nos parents nous coupent les cheveux à un moment donné. Pour les petites filles, ça fait très mal. On n'a pas envie de les couper. Et les laisse dans les journaux, dans des papiers de journaux. Et c'est très important parce qu'en tant que fille, et là c'est vraiment genré, on attache de l'importance aux cheveux. Après, les couper, c'est ce qu'on a dit. Moi, je les ai trop longs maintenant parce que pour mon âge, ça nous vieillit, donc on a besoin de les couper. Mais on ne va pas les couper non plus trop rares. Voyez, mais c'est vraiment, pour moi, je pense, genré. Une femme aussi, c'est sa séduction. L'homme, c'est sa force. La femme, c'est la séduction. Et d'ailleurs, toutes les filles, vous les voyez bien, vraiment, on attache du cheveu, de l'importance à la coiffure. Oui, effectivement, et je peux vous dire que moi, quand on me coupait les cheveux quand j'étais enfant, ça me faisait tout aussi mal en réalité. Et effectivement, le rapport à la séduction il est important parce que ça m'évoque Marie-Madeleine, qui est quand même considérée dans la religion catholique comme ex-prostituée, et dont le symbole érotique, c'est quand même les cheveux longs, et qui est représenté avec les cheveux longs comme un symbole de volupté. Donc historiquement, même alors Anne l'a dit, peut-être que tu veux intervenir dessus, elle ne veut pas intervenir dessus, mais effectivement, ça n'a pas toujours été le cas. C'est comme pour le rapport le système de sexe. Alors moi, je ne m'y connais pas particulièrement, mais comme on le voit avec Samson, les hommes aux cheveux longs étaient symbole de pouvoir. La longueur des cheveux pour les hommes était symbole de pouvoir. Tout ce que je disais, c'est qu'en fait, au Moyen-Âge, les gentilshommes avaient tous les cheveux longs. Hein, je veux dire, et les perruques, et même au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, voilà. Pardon. On a encore 2 questions encore là-bas. Alors, en fait, je rejoins ce que Madame disait, c'est que la représentation et le sens qu'on donne à la longueur des cheveux masculins et féminins a beaucoup changé à travers les âges, on va dire, parce que ne serait-ce que le Christ est représenté très, très souvent avec des cheveux longs. Enfin, je pense pratiquement toujours avec des cheveux longs, d'ailleurs. Voilà, et peut-être que les femmes ont toujours été représentées, en tout cas au niveau artistique, avec des cheveux longs, plutôt avec des cheveux longs, toujours, je ne sais pas. Mais les hommes, effectivement, c'est peut-être à un moment donné, au XXe siècle, qu'on s'est dit, bah non, les cheveux longs, c'est un truc de femme. Je ne sais pas à quel moment, s'il y a quelqu'un qui peut le dire, à quel moment cette visualisation des cheveux longs comme... Je pense que c'est entre le 18e et le 19e. D'accord. Okay. On nous glisse que c'est le 19e. Bon, bah là, on se coupe les cheveux à ce moment-là et on devient fort. Ça ne me dit rien de moi. Ensuite, il y a eu les guerres de Crimée, on est revenu avec la barbe et le cheveu court à cause des pays. On ne pouvait pas se raser dans la guerre de Crimée. C'est vrai que la barbe est arrivée à la nôtre. En revanche, le cheveu était court à cause du typhus, etc. D'où le monde militaire. Parce qu'au préalable, dans le monde militaire, le cheveu pouvait être long. Et ça a changé à ce moment-là. C'est le 19e qui a fait basculer les choses.
Je voulais juste dire par rapport au fait que les cheveux, ça peut être un moyen de séduction. Moi, dans mon expérience personnelle, j'ai remarqué que en troisième, je me suis rasé la tête parce que j'avais envie. Et j'ai remarqué que dans la rue, même si je n'ai pas du tout changé ma manière de m'habiller, qui est relativement féminine selon les critères de la société, il y avait beaucoup moins de personnes dans la rue. Notamment, je me faisais beaucoup moins emmerder par des hommes dans la rue parce que j'avais la tête rasée. Enfin, je pense que c'est la raison principale. Et puis maintenant que mes cheveux repoussent, je me fais beaucoup plus aborder dans la rue, etc., par des hommes. Par des hommes, quoi. C'est pas de la séduction, c'est de l'agression. Oui. Non, mais j'ai parfaitement compris ce que vous vouliez dire, mais... Oui. Donc, je voulais vous présenter un dernier projet. Oui ou non. Bon, voilà. Qui est un projet, alors, si le traficotage de la langue vous heurtez, alors attention, parce que là, on rentre dans le dur du sujet avec le corps. J'ai fait une performance, qui est une de mes premières par ailleurs, 2019, ça ne me rajeunit pas, durant laquelle je me suis inspiré d'une légende, on peut avoir vraiment de légende catholique, qui est la légende de la papesse Jeanne. C'est cette légende selon laquelle une femme aurait réussi à se faire élire papesse, en se transvestissant, et au IXe siècle, et en fait, elle serait tombée enceinte, elle aurait accouché en pleine procession, les gens ont été totalement bouleversés, elle a été lapidée sur place, hein, donc c'est quand même bon. Voilà. Et en fait, cette légende est accompagnée par une sous-légende qui est que depuis cette méprise, disons, il paraîtrait que les papes se font palper le sexe après leur élection pour vérifier que c'est bien des hommes, en gros, des hommes, entendons-nous bien. Et du coup, je lui dis, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que j'ai décidé, en plus dans une école de commerce, de faire voter les gens dans des urnes sur est-ce que vous pensez que j'ai un vagin, une vulve, ou est-ce que vous pensez que j'ai un pénis. Alors je ne parlais pas, parce que la voix trahit quand même beaucoup de choses, et j'étais assise sur une chaise, et les gens, vous pouvez le voir, avaient la possibilité de venir vérifier. Alors soit en regardant, ça c'était les moins téméraires, soit tu peux... Alors non, c'était avant, hop là, voilà. Soit en touchant, voilà, soit en touchant directement, en passant leurs mains sous ma robe et en vérifiant par eux-mêmes le sexe que j'avais après avoir voté. Et donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens l'ont fait. C'est-à-dire que les gens ont voté. Le vote à la fin c'était kiff-kiff, hein, c'était du 50-50 plus ou moins. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'est les gens m'ont touché. Et donc les gens ont dealé avec leur propre intimité. Est-ce qu'ils y vont, ils y vont pas. Et finalement, ce que ce projet interroge, c'est le besoin de catégorisation. C'est face à une personne qui vous pose la question, avez-vous besoin de savoir? Et si vous avez besoin de savoir, jusqu'où irez-vous? Et pourquoi y a-t-il cette obsession de l'appareil génital, de cette obsession de qu'est-ce que la personne a entre les jambes, au point où, là c'est un protocole, donc évidemment c'est différent, c'est un cadre où on permet de le faire, mais pourquoi est-ce qu'on irait jusqu'à toucher dans la vie de tous les jours, aller regarder, même directement, ça m'arrive régulièrement, entre les jambes. Et donc finalement, l'enjeu derrière, c'est l'enjeu du regard. Si on a beaucoup parlé de male gaze dans le féminisme, ce regard masculin. Mais ici, on pourrait parler de regard cisgenre. Cisgenre, c'est l'inverse de transgenre, c'est-à-dire la plupart des gens dans la salle, j'imagine, qui ont j'imagine, hein, j'en sais rien, dont le genre est correspond à celui qui leur a été signé à la naissance. Et donc, ce regard cisgenre, c'est un regard qui veut compartimenter par le regard, qui veut compartimenter par la vision, et veut vérifier à tout prix le sexe des gens pour les soumettre à des catégories sexuées prétendument naturel, comme on en a parlé auparavant. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a la question du toucher. C'est-à-dire que là, soudainement, les gens, certains veulent voir et ne veulent pas toucher, mais d'autres acceptent de toucher sans voir. Et donc, il y a aussi cette tension-là où toucher sans voir, j'ai eu des moments que je trouve très beaux, où les gens me touchaient et je les regardais dans les yeux. Et il y avait de la vraie tendresse. Il y avait vraiment ce truc où on va dire, ok, c'est bizarre ce qu'on va vivre, mais on va le faire ensemble, et c'est drôle. Et il y avait ce moment qui n'est pas un moment culpabilisant, hein, qui est un moment qui pose
un moment qui pose des questions et qui est un moment de relation plus ou moins intime, de personne à personne, de contact sensoriel. Mais quand même, qui pose cette question de comment on perçoit l'identité de l'autre et à quel point c'est important pour moi, pour nous, de percevoir l'identité d'autrui. Et comment on le fait? Est-ce qu'on touche? Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on va rechercher? Est-ce qu'on va écouter la voix? Est-ce qu'on va scruter un peu le corps? Est-ce que quand vous m'avez vu, vous avez plissé les yeux en disant mais est-ce qu'il y a une pomme d'Adam? Est-ce qu'il y a des traits masculins? Est-ce qu'il y a des poils aux pattes quand même? Donc c'est des vraies questions à se poser, parce que moi je me les pose aussi, et c'est un automatisme que j'ai moi-même. Et donc la question qui se pose, et qui me fait beaucoup rire, est-ce que vous l'auriez fait? Est-ce que vous auriez soit regardé, soit touché mon sexe? Alors là, on peut être très rapide, ça peut être du oui-non, pour être très rapide. Un oui ou un non? Non. Je pense que là, on va avoir du non majoritaire. Hein. Oui. Mais vous êtes tous des menteurs. Un petit oui. Mais Il y a un deuxième oui. Ah oui, un deuxième oui quand même. Un troisième. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer à ce sujet? Oui. Ce qui me turlupine, c'est est-ce que tu t'étais épilé les kiwis ou pas avant, quoi? Et la réponse est oui. Par question d'hygiène. Ah, il y a une personne tout au fond. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on revient là. Enfin, ma compréhension, c'est on revient à l'objet du désir. Je ne sais plus comment c'était l'objet désiré, ce qu'on disait. Parce que cette obsession, soi-disant, les généraliser, comme on a quand même basé la société capitaliste moderne, sur la sexualisation à outrance, le désir partout, la pub, les films, les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Donc là, à partir du moment où on mise tout sur le désir, je pense que c'est ça qui nous pousse à vouloir savoir et à vouloir désirer. Donc j'ai pas le sentiment que ce soit lié à une obsession intrinsèquement liée à un individu qui veut savoir, tiens, moi quand je croise quelqu'un dans la rue, soit je m'en fous, soit j'éprouve du désir, qu'il soit coupable ou pas. Mais le 99% du temps, je m'en fous. J'ai la chance d'être bien accompagné. Mais c'est ça qui fait qu'on a envie de savoir. Il me semble. Et la société nous pousse à ça, en fait. Donc, je n'ai pas l'impression que l'obsession, elle soit basée sur le fait qu'on soit un mâle ou une femelle, un homme ou une femme, ou peu importe. Donc, moi, j'aurais pas touché. C'est pas que c'est à partir du moment où je ressens de l'attraction, etc. Ben, je vais aller vérifier pour pas me faire avoir. Je le dis avec mes mots. Hein. Mais alors que si je m'en fous, j'ai pas besoin de savoir. Et comme on est dans une société où on fait tout pour que les gens ne s'en foutent pas, parce qu'on veut nous vendre des bagnoles avec des jolies gonzesses, parce que c'est les hommes cis qui achètent en général. Hein. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien entre la manière dont on se présente et dont on veut se faire montrer, etc., moi en me coiffant ou en m'habillant, hein, comme tout le monde, et le genre. Je pense que c'est plus la société et la pression de la pub, du capitalisme, de la consumérisation, etc., des réseaux sociaux, tous ces trucs qui nous poussent à nous positionner justement sur le désir. Enfin, c'est ma compréhension. Et quand vous parlez de désir, on parle de désir sexuel. Pour spécifier. Non, pas forcément, d'accord. Non. Oui, bon, sensuel, c'est sexuel. Mais non, je me plaisante. Non. Oui, non, mais alors, je peux vous donner un élément de réponse qui est très personnel, qui est une question d'expérience. Je pense que les regards que je vis dans la rue ne sont pas des regards de désir. Ce sont au contraire des regards de panique et des regards de recherche, des regards de dire on ne sait pas ce que c'est, ça nous angoisse et on a besoin de savoir. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous avez dit sur la question de ne pas me faire avoir. Il faut savoir qu'il y avait, alors je n'ai pas les données exactes, mais qu'il y avait une loi aux États-Unis qui autorisait les gens à éventuellement les excuser d'agresser des
personnes s'ils découvraient à la fin que les personnes avaient, au lieu d'un vagin, un pénis, ou au lieu d'un pénis, une vulve, parce qu'il y a cette panique homosexuelle ou cette panique trans, où soudainement, on excuse les gens parce qu'il y aurait erreur sur la marchandise. Et donc, effectivement, mais ça donnait des meurtres. Enfin, il y a eu des meurtres qui étaient excusés pour ça. Et donc, je pense que là, la question du désir, elle cristallise quelque chose, je suis bien d'accord, mais il me semble que le désir est avant tout catégorisé. C'est pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que le désir, on a catégorisé le désir par des catégorisations de genre, de sexualité, d'identité, et ensuite entre hétéros, homo, etc. Et il me semble que du coup, je pense que la plupart des gens qui sont venus me toucher les testicules ce jour-là n'avaient pas de désir sexuel pour moi. Je suis quand même un peu modeste là-dessus. Ça m'étonnerait. Voilà, peut-être qu'on ne vit pas les choses de la même façon. Mais il me semble quand même que l'enjeu est avant tout un enjeu de catégorisation et pas tant de désir sensuel, sexuel, parce que aussi, ça dépend de qui on a devant soi. Si on a une personne androgyne, une personne trans, la question est plus évidente que si on a une personne, on se dit automatiquement femme, homme, on sait. Voilà, la question se pose lorsque rouge à lèvres, mais poil aux pattes. Qu'est-ce qui se passe? Panique. Bon. D'accord. Ne partageons pas. On a une question au fond. Bonsoir. Bonsoir. Merci. J'ai peut-être pas compris, mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait 50-50 sur la catégorisation. Donc du coup, comment ils vous ont perçu? Puisqu'apparemment, il y a eu deux visions différentes. Alors ça, par contre, comme je ne parlais pas, je n'ai pas parlé avec le public. Donc je ne sais pas comment ils ont pu choisir ensuite. Mais il y avait deux urnes, en fait. Une urne très stéréotypée. Alors c'était une de mes premières performances, elle a plein de défauts, hein, notamment plastique. Mais il y avait une urne rose parce que si vous pensez que j'avais un vagin, et une urne bleue parce que si vous pensez que j'ai un pénis. Mais en tout cas, il y avait des bulletins, un peu, comme ce week-end. Et en fait, c'était du 50-50 en termes de résultats ensuite. Et je ne sais pas par contre les explications, pourquoi les gens m'ont perçu comme ça, parce qu'ils me touchaient après, ils ne me touchaient pas avant, ça serait trop facile. Oui. Pardon. D'accord, j'avais pas donné l'information. Ils me touchaient après, en effet. Oui. Bonsoir. Moi, je voulais revenir en fait sur ce qu'a dit monsieur en fait sur la notion de désir, parce que je pense personnellement que cette notion de désir, c'est pas simplement une construction culturelle, mais que c'est quelque chose qui est profondément animal en nous. Et que derrière, en fait, on va retrouver chez l'humain les mêmes choses que ce qu'on retrouve en fait chez tous les grands mammifères, hein, où je dirais l'attirance sexuelle pour le sexe opposé ou pour le même sexe, en fait, il y a en général 5 à 10% entre guillemets d'homosexuels chez les grands mammifères, et on fait partie des grands mammifères, donc je dirais c'est logique qu'il y ait cette variété aussi d'attirance qui puisse exister chez l'humain, mais je pense que on a cet aspect animal qui fait qu'il y a une attirance de toute façon vers, en fait, en tout cas majoritairement, il peut y avoir quelques exceptions, mais vers en fait un sexe particulier qui peut être similaire au sien ou opposé en fait au sien, et que cette attirance fait que on va rechercher justement ce sexe-là, et que s'il peut y avoir doute, on va aller vérifier. Mais je pense que c'est plus lié à notre animalité qu'à quelque chose de construit culturellement, personnellement. Et on va prendre un dernier mot, je vous en prie. Très rapide, je me dépêche. C'était pour réagir à ce que vous avez dit, vous, les deux messieurs. Je pense qu'au-delà du désir, il y a aussi le fait qu'on est un peu conditionné à catégoriser les gens, et que c'est une manière aussi de contrôler les gens et de contrôler l'identité qu'on projette sur eux. Et moi aussi, bien sûr, des fois, je vois des personnes un peu androgynes dans la rue et je me questionne. Mais je pense que c'est vraiment un construit social de se dire « Ah, il faut absolument qu'ils soient catégorisés mâles ou femelles ». Et on a du mal à accepter qu'il y a d'autres choses que ceux qu'on a été enseignés à accepter comme naturels. Et il faut juste élargir le champ des possibles. Et que je pense que c'est pas totalement que le désir, parce que je suis pas toujours attirée par les personnes qui m'intriguent. C'est juste qu'on ne sait pas les catégoriser et qu'on a du mal avec ceux qui résistent à ceux auxquels on a été habitué à classer dans des cases vraiment fermées et déterminées. Je suis assez d'accord. Est-ce que je peux juste avoir une toute petite conclusion? Justement, je vais aller vous laisser le mot de la fin. Ok, trop bien. À vous trois. À vous trois, je vais commencer. Tous ces projets, en fait, ce que ça démontre, c'est que le genre, l'identité, la transition, tout ça, c'est des terrains de jeu. C'est-à-dire que pour moi, le corps, le genre, les prénoms, les pronoms, les habits, tout ce que vous voulez, ce sont des outils d'expérimentation qui visent à troubler
les modalités de l'identité. Et ça, c'est un truc dont tout le monde peut s'emparer. Et en fait, finalement, l'idée, c'est, s'il y a un truc que j'aimerais bien éventuellement de vous convaincre, mais bon, n'espérons pas trop, c'est qu'on fait tous des transitions de genre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas que réservé aux personnes transgenres, c'est-à-dire qu'on fait tous des transitions de genre. À l'adolescence, la puberté, c'est une transition de genre que tout le monde vit d'une féminité à une autre. Et il faut arrêter d'en avoir peur. Voilà. Il ne faut pas avoir peur du genre, de la transition, parce qu'on le vit tous d'une manière plus ou moins modulée, plus ou moins intense. Et que du coup, c'est pour ça que c'est important, à mon sens, de défendre nos droits. De défendre le droit des personnes trans qui sont plus que jamais attaquées aujourd'hui, parce que défendre les droits des personnes trans, défendre les droits des personnes qui vont transitionner de genre, c'est défendre les droits de tout le monde. C'est-à-dire parce que nous, on va être les premières et les premiers à être des victimes, mais les prochains, je suis désolé de vous le dire, ça sera vous. Donc voilà, s'il vous plaît, pensez-y. C'est-à-dire que c'est ici que commencent aussi vos libertés et vos droits, d'être dans l'ambiguïté, dans le trouble et dans la liberté d'agir sur votre propre corps et votre propre identité. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je ne sais pas si j'ai grand-chose à ajouter, si ce n'est que c'est un terrain de jeu, etc. Mais comme en fait le souligne très bien Graal, c'est un terrain de jeu, c'est un terrain d'expérimentation. Et c'est un terrain de jeu et d'expérimentation particulièrement pour toi, mais c'est un terrain en fait éminemment politique au sens très large du terme. Hein. Je ne parle pas du tout de politique politicienne. Et si ça fait peur parce que tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, ça remet en question, ça interroge en fait ce sur quoi repose de façon très fondamentale toutes nos sociétés occidentales, à savoir une pensée qui est une pensée de catégorisation binaire. Alors, il y a des sociétés visiblement où il n'y a pas de catégorisation binaire, mais en tout cas, nous, c'est là-dessus. Et que ça soit homme, femme, sexe, genre, tout ce qui perturbe, et c'est ça qui queerise, tout ce qui perturbe ces catégories, ça met en question les fondements même du système. Voilà, je veux conclure. Peut-être la dernière question, Marc, c'est est-ce que le langage genré renforce... je ne me rappelle plus de la question. Le langage genré renforce le biais de genre dans les pays qui l'utilisent. Ah oui, ça c'est. Je peux répondre pour conclusion. Oui. Bon, après, moi je pense que vous avez débordé suffisamment, donc je n'allais pas rajouter. Si, vas-y. Du coup, c'est une question qui revient souvent parce que souvent on nous demande est-ce que enlever des marques de genre dans la langue, ça va changer quelque chose? On nous donne l'exemple qui revient souvent, c'est le mandarin et le japonais. N'ont pas de genre grammatical, mais sont quand même des sociétés perçues comme genrées, avec des biais genrés. Et alors, une des hypothèses qu'on teste, justement, c'est que le genre dans la langue va plutôt renforcer des biais genrés qui existent dans la culture. Donc, par exemple, si vous avez une société qui a des biais genrés, avoir du masculin-féminin, ça va renforcer ce biais, ou inversement. Mais c'est plutôt dans cette direction-là, à mon avis, qu'on va trouver des signaux que est-ce que avoir du genre dans une langue va créer un biais genré derrière ou pas. Ça se teste, c'est ce qu'on est en train de tester. Voilà, enfin de tester entre guillemets, de trouver des données pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais si je dois conclure, je pense que je rejoins exactement ce que mes collègues ont dit et que c'est un sujet qui est justement en train d'être découvert. C'est comme pour moi, c'est un peu, j'aime bien faire l'analogie avec l'intelligence artificielle parce que c'est aussi un sujet qui est apparu à peu près en même temps, si vous regardez l'histoire, et c'est exactement un sujet qui est à discussion. C'est comment on l'utilise, comment on le perçoit. Chacun a son opinion, comment ça se passe, et c'est normal qu'on soit en train de le découvrir et qu'il y ait beaucoup de discussions, comme on a eu aujourd'hui d'ailleurs. Bah super, merci beaucoup, merci à vous, cher public, merci. Merci à nos invités de s'être prêtés au jeu, merci à vous de vous être prêtés au jeu avec ces nombreuses questions et ces nombreuses discussions et d'avoir confronté vos idées ce soir.